take-off. Press 7. 8 knots. Check. La France prend le temps au bonsoir, devant votre train, il y a 0 coffret, attendez. Et bien bonsoir, Rotate, bonsoir, dans la France, en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Authority 401 to London Heathrow. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, bienvenue dans la zone aéro. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et j'espère aussi que vous m'entendez bien, normalement oui. Soyez les bienvenus en ce mercredi soir dans l'émission, comme d'habitude. J'espère que tout le monde va bien. Il y a déjà du monde dans le chat et on salue déjà Aïlicia qui est là comme la semaine dernière. On la salue, cette petite Aïlicia. Bienvenue à la team modération qui est déjà connectée. Je vois Jordan qui est présent, Julo18, Free Flight 30. Ils sont là et premier message, FingerGold04 qui était là, qui a salué Aïlicia. Et bah voilà, c'est bien. Bizarre, les feux de nave. Bah oui, on est passé en mode Noël. Ce qui est tout à fait normal. C'est bientôt, hein, c'est dans 15 jours. Enfin, un peu moins même. Mais voilà, il nous reste deux émissions, celle de ce soir et celle de la semaine prochaine, avant Noël. Voilà. Bah écoutez, les amis, que vous dire de plus? Déjà, saluer donc toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Alors, dans les dernières personnes, on a Cacamouette qui est arrivé, Charlotte Pharma, Sarah Molly, Valranox, il y a, on remercie Robin de Tout ce qu'on prend qui nous a fait une dédicace hier, Gwendosh 7, Photo Leaf Fox, Cyver aussi qui nous a fait une dédicace, Hugo Caco, etc. Et hop, il y a le Père Noël qui passe là. Hop, voilà. Chouette déco, merci, merci, merci. On a travaillé un petit peu hein, cette semaine. Bien sûr que je suis là, Jordan, toujours prête pour vous taquiner un peu. Et ben voilà, Alice, elle est présente au rendez-vous. Et il y a Nico également qui est là. Alors Nico, on lui souhaite un bon rétablissement, notre petit Nico, parce qu'il est bien malade. Voilà. Bah, Nico, je te laisse expliquer dans le chat si tu le veux. Hein, voilà, mais bon, il est fatigué. Donc déjà, il est connecté, ce qui est bien. Et on retrouvera, si tout va bien, Nico la semaine prochaine. Quand il aura pris un bon grog, là, on le retrouvera avec grand plaisir. Je vous rappelle que si le programme vous plaît, si vous ne connaissez pas la zone aéro, vous arrivez en cours de route. Par exemple, les gens qui suivent les émissions sur YouTube, bah, si vous êtes en direct sur Twitch, que vous venez d'arriver, cliquez sur le bouton follow, ça va activer le petit réacteur qui est ici, d'une part, et d'autre part, vous aurez les notifications quand on démarre les lives les mercredis, et bientôt, plus que le mercredi, il y aura également le dimanche pour le nouveau format de la zone aéro qui s'appelle Push to Talk, qui arrivera dimanche à 19h, on en reparle dans un instant. Si vous souhaitez également soutenir la chaîne, bah, vous pouvez le faire très facilement. La première, c'est si vous avez un abonnement Amazon Prime, eh ben, vous pouvez avoir un abonnement à la zone aéro gratuitement tous les mois. Comment est-ce que vous faites? C'est très simple. Vous allez sur les petits liens qui s'affichent maintenant dans le chat. Vous cliquez, vous rejoignez votre compte Amazon Prime avec votre compte Prime Gaming. Et avec ce compte Prime Gaming, tous les mois, vous pouvez souscrire, prendre un abonnement en fait, à une chaîne et vous pouvez donner cet abonnement à la zone aéro. Ça vous coûte 0 et nous, ça nous compte comme un abonnement classique. Donc allez-y, faites-vous plaisir et nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. Deuxième possibilité, bah, vous allez le voir pendant le chat, vous l'avez peut-être vu pendant le générique d'attente, il y a de la publicité. Je crois qu'il y en a 2 par stream, pendant 1 minute 30 si je ne m'abuse. Bah, vous pouvez rester pendant cette publicité, puisque nous, ça nous soutient aussi. Ou alors, si vous dites non, moi je veux pas de pub, et ben c'est très simple. En dessous, vous avez un bouton s'abonner. Vous pouvez vous abonner pour la modique somme de 3,90 €. Pas ruineux. C'est 2 cafés dans le mois, qu'on va dire, à peu près. Et pour la modique somme de 2 cafés dans le mois, vous soutenez la zone aéro, vous n'avez plus de publicité. Et en plus, vous pouvez voir les replays en primeur pendant 14 jours. Le replay de l'émission qui vient de suivre, eh ben, les abonnés y ont accès pendant 14 jours. Et au bout du 15e jour, évidemment, ça passe sur YouTube. Vous commencez d'avoir l'habitude. Voilà, parlons tout de suite de dimanche, parce que dimanche aura lieu la première de Push to Talk. Il y a déjà, alors on a eu une réunion avec les chroniqueurs, les futurs chroniqueurs déjà, et donc la première sera donnée
dimanche à 19h, 19h, 21h, Push to Talk, l'émission aéro avec des chroniqueurs de la zone aéro qui vous parleront de tout un tas de sujets, puisqu'il y a des chroniqueurs de tous les horizons. Et en plus, le gros changement, vous allez pouvoir intervenir dans l'émission. Oui, vous pourrez vous connecter via le Discord de la zone aéro et venir discuter avec les chroniqueurs en audio. Donc n'hésitez pas à le faire. Quand si un sujet vous branche, vous avez des anecdotes, vous avez quelque chose à partager, on compte sur vous. Venez dans le Discord, vous mettez en salle d'attente et un des modérateurs vous fera entrer pendant le direct et vous pourrez discuter avec toute l'équipe. Et ça, c'est super. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Salut MLN208 qui est là, qui vient d'arriver. Bienvenue à toi. Et puis en plus, tu vois, elle est sympa, Alicia, Nico. T'as vu, elle te souhaite des vœux. Donc tout est bien. Tout est bien. Je pense que tu es content. Allez, sans plus attendre, les amis, je vous propose tout de suite de déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. C'est parti. Et on est parti pour le sommaire de l'émission de ce soir. Alors hop, on change de caméra et on affiche le sommaire. Voilà, il est ici. Actualité du terminal dans un instant, avec 4 petites nouvelles à vous partager, comme d'habitude. Hein. On revient un petit peu sur l'actualité du moment d'un point de vue général au niveau aéronautique et au niveau aviation. Ensuite, la séquence au sol et en vol avec un invité. Ce soir, on vous en a parlé depuis le début de ce mois. C'est Olivier Trébuc qui sera avec nous et qui nous parlera d'un excellent site qui s'appelle Vocation Pilote. Et ce site vous est destiné, si vous souhaitez démarrer une formation de professionnel, vous posez sûrement tout un tas de questions. Justement, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur du système qui pourra répondre à ces questions et on parlera justement un petit peu de son parcours et des éléments qui ont fait qu'il s'est intéressé à fonder justement ce site Vocation Pilote pour le plus grand bien de tous les futurs pilotes. Donc c'est avec Olivier, séquence au sol et en vol. Tout à l'heure, on sera avec Olivier pendant à peu près une petite heure. Puis, à la fin de l'émission, vous le savez, remise de gaz, foire aux questions, les 5 dernières minutes de la zone aéro, où vous pourrez revenir en question sur quelques petits éléments que vous n'avez peut-être pas forcément pu poser pendant le live. Et puis, vous pouvez aussi étendre ces questions à l'émission plus large, Push to Talk ou ce que vous voulez. Ce seront les 5 dernières minutes de la zone aéro de ce soir. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le fil de l'actualité avec l'actualité du terminal. Pour l'actualité du terminal, bienvenue à Jean-Torien83, Cavalaire est avec nous, le VAR. Et en plus, il est VIP. Il est VIP. Salut Jean-Torien83, il y a une des nouvelles qui va t'intéresser d'ailleurs. Allez, on est parti. Clap de fin pour les Wings of Freedom. Alors, vous avez vu la photo, hein, c'est quand même de beaux avions de collection. Alors, la fondation Collins, dont la tournée Wings of Freedom a amené des avions de la Seconde Guerre mondiale à des spectacles aéronautiques un petit peu partout au travers des États-Unis, elle proposait des vols à bord de B-17G, excusez du peu, de B-25, de B-24 et de P-51, le Mustang qu'on voit sur la photo, a décidé d'immobiliser définitivement ces avions, les a exposés à l'American Heritage Museum de la Fondation. Alors cette décision, elle a été réfléchie, elle fait notamment suite à un accident qui s'est passé en 2019, qui a mis en cause donc un B-17, B-17 Flying Fortress, et qui a causé la mort de 5 passagers, le pilote et le copilote. Alors la Fondation allait de l'avant et prévoit à long terme de faire passer en fait ces avions à une exposition aérienne statique, on va dire, permanente à Hudson dans le Massachusetts. Alors le crash de l'avion B-17G qui s'appelait 909 de la Collins Foundation a conduit à de nombreuses restrictions pour les vols de passagers en warbird, donc comprenez par là en avion de collection, avion de chasse de collection.
au moins jusqu'à la conclusion de l'enquête. Et donc en 2020, la FAA, donc la Fédération américaine de l'aviation, a également statué que la fondation ne pourrait plus accepter d'argent de personnes qui souhaitent voyager à bord des avions de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Tout simplement parce que selon l'enquête aéronautique officielle du NTSB, le National Transportation Safety Board, c'est l'équivalent du BEA en France, hein, si vous voulez. Le rapport final de l'accident, de nombreuses omissions ont été constatées, notamment en termes de maintenance et d'exploitation, et qui auraient pu être aussi contributifs de la séquence de l'accident. Donc, on leur a dit stop, et du coup, beaucoup moins d'intérêt à faire voler les avions, et transformation en exposition statique. Donc ces avions seront conservés, mais par contre, ils ne sont plus en état de vol, en tout cas pour l'instant. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera plus des vols avec des passagers payants. Voilà. Donc comme ça coûte cher, si on peut plus faire de voler des avions avec des passagers payants, forcément, la question de les mettre au sol se pose. Voilà pour la première petite actu. La deuxième actu, on va parler de la compagnie nationale Air France qui annonce recruter en masse. Donc, la compagnie recrute activement et sur de nombreux périmètres de métiers. Ça va, t'es pas trop ébloui par la lumière orange? Non, en fait, il suffit que je me décale comme ça. Voilà, et là, j'ai le jaune et l'orange. Donc, ça va. C'est que pour Noël, rassurez-vous. Donc, de nombreux métiers en recrutement chez Air France. Personnel navigant commercial, donc hôtesse steward, mécanicien aéronautique, pilote, ingénieur IT, donc tout ce qui est technologie de l'information, business analyst, expert en management, en ressources humaines, etc. Il y a beaucoup de métiers et Air France justement est en train d'ouvrir les vannes. Au global, sur l'ensemble de l'année 2023, en quelques chiffres, près de 2000 talents rejoint Air France, y compris donc plus de 400 pilotes, 350 mécaniciens, 260 cadres, évidemment tous en CDI, ce qui est plutôt pas mal. Cette dynamique de recrutement est prévue pour se poursuivre en 2024 et peut-être même au-delà, et à travers trois activités principales: le transport de passagers, le transport de marchandises, le fret, et évidemment la maintenance aéronautique sur les avions qui composent la flotte de la compagnie. Alors le groupe Air France génère plus de 37 000 emplois directs, rien que dans la région Île-de-France. Pour vous donner un ordre d'idée, en effet, si 50% du chiffre d'affaires d'Air France est réalisé à l'étranger, plus de 90% de ses employés sont basés en France. Et en 2019, les activités d'Air France représentaient même plus de 3% du produit intérieur brut, du PIB de la région Île-de-France, avec 1,8 million d'euros d'achats et 1,6 million d'euros de recettes fiscales. N'en déplaise aux détracteurs de l'aérien, puisqu'on voit bien avec ces chiffres que l'aérien, c'est beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont derrière. Puis si on arrête tout ça, il va falloir trouver un autre métier à ces gens-là. Donc je pense que c'est pas encore demain la veille, et ce sont aussi de très bons chiffres pour la compagnie nationale. On continue, et on va faire un tour du côté de l'autre filiale d'Air France, du côté de chez Transavia, avec cette semaine l'annonce, on en avait parlé dans la zone aéro, des futurs Airbus A320 Neo qui équiperont la compagnie en remplacement, entre guillemets, des Boeing 737-800 qui équipent d'ailleurs actuellement la compagnie. Donc, cette cabine a été présentée cette semaine. Et donc la cabine que vous voyez actuellement à l'écran, donc c'est celle de l'A320 Neo Transavia, qui sera construite autour de sièges SL 3710 de Recaro, qui est déjà le fournisseur historique officiel des Boeing 737-800 de la compagnie. Les sièges seront légèrement plus larges que les fauteuils qui sont aujourd'hui en service dans les 737, avec 48,2 cm. Ils seront également dotés de renforts d'épaisseur sur certaines parties. Qu'est-ce qu'ils auront encore? Ils devront améliorer le confort. Ils auront des accoudoirs plus longs pour avoir une meilleure position. Ils seront aussi plus légers, parce que vous vous souvenez que le poids, c'est l'ennemi des compagnies aériennes. Donc, on fait en sorte que
qu'on gagne sur tous les tableaux. Il y a aussi du travail qui a été fait sur l'ambiance en cabine, qui a été retouchée, notamment grâce aux différents scénarios lumineux. Donc les scénarios lumineux, vous savez, ce sont, comment dire, l'évolution des lumières en cabine, la signalétique et toutes ces choses-là. Voilà, on parle de ça. Les scénarios lumineux au cours du vol, hein, qui s'éclairent, qui s'allument, etc. Une option permettant d'agrandir les caractères de la police de caractère, justement, et de personnaliser la couleur de la numérotation des sièges a été installée dans le but de faciliter l'embarquement, donc gagner du temps, et permettre aux personnes de trouver plus rapidement les sièges, en tout cas leur emplacement, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi de l'évolution qui a été faite au niveau des bagages cabine, puisque sur les low cost, évidemment, c'est très souvent le bagage cabine qui est privilégié par les passagers. Et de ce fait, Transavia a opté pour les XL Bins d'Airbus, plus volumineux que les compartiments bagages standards et qui vont permettre de positionner 8 bagages en position verticale au lieu de 5 en position horizontale. Donc on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses. Transavia donc devrait recevoir son premier A320 Neo au début, dans le premier trimestre de l'année 2024. À suivre donc pour le premier vol de ces nouveaux avions. On continue avec une triste nouvelle qui est sortie cette semaine, la fermeture potentielle, même quasiment actée, du terrain de Maubeuge. Donc c'est officiel, ça a été annoncé, hein. L'agglomération de Maubeuge ne veut plus de son aérodrome. On dit stop. Après 90 ans qui marquaient donc l'ouverture officielle du site, et malgré une dizaine d'associations qui sont présentes et qui utilisent les infrastructures, l'aérodrome devra faire place à quoi? Une usine. Voilà. On a annoncé qu'on allait enlever l'aérodrome pour pouvoir mettre une usine. Usine qui d'ailleurs n'a pas été clairement identifiée. On a pour projet d'installer une usine, mais on va voir quoi, hein. On a des pistes, mais on va voir quoi. Donc vous voyez, je dis ça parce que c'est pas sans rappeler l'affaire de l'aérodrome de Salanches qui avait été fermé pour mettre en place un projet qui devait œuvrer pour la nature et puis qui s'est soudainement transformé en projet immobilier comme par hasard. À la clé, selon évidemment les autorités qui l'annoncent, hein, entre 2000 et 3000 emplois potentiels est souligné, sur l'agglomération, une probable usine de batterie serait pressentie sur le site et des études seraient toujours en cours. Donc on ferme et on voit ce qu'on va mettre dessus après. On comprend la logique. Il faut savoir donc que sur le terrain, il y a deux pistes. Il y en a une qui est revêtue et une autre qui est en herbe, qui servent à l'aéroclub, qui servent aux ULM, aux paramoteurs, à une section vol à voile, à la voltige et même un centre de parachutisme. Donc il y a beaucoup d'activités sur le terrain de Maubeuge. Une troisième piste est réservée à l'aéromodélisme. Donc vous voyez, c'est vraiment un écosystème autour de l'aérien qui est présent. Et le problème, c'est que si on enlève ces infrastructures, il va falloir faire 80 km pour pouvoir trouver un équivalent. Donc autant dire qu'il y a une partie, il est probable qu'une partie de la population ne soit pas prête à faire 80 km pour continuer les activités. Et c'est bien dommage. Avec l'activité donc d'une dizaine d'associations, ce sont 83 hectares de prairies qui risquent de disparaître pour faire place à quoi? À une usine. Voilà. Je ne suis pas du tout content pour Maubeuge. Oui, MLN, je suis bien d'accord avec toi. C'est plus de 200 vols par jour dans les meilleurs jours côté météo. Oui, voilà. Exact. Donc c'est bien dommage. C'est bien dommage. On va regarder un petit peu ce qui sort. Ah là, oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais visiblement, l'usine, voilà, c'est ça, c'est une usine de batterie pour véhicules électriques qui serait pressentie pour s'installer, mais avec tous les aléas que ça peut représenter, si vous voyez ce que je veux dire. On continue avec cette dernière petite actu, un 13 décembre dans l'histoire, la petite séquence historique. On est le 13 décembre. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa. Je ne sais pas s'il regarde l'émission, mais au moins c'est fait. Je ne sais pas s'il est là ou pas. Voilà. L'aviateur de nationalité franco-brésilienne Alberto Santos Dumont, dont Nico aime très souvent parler, va signer en ce jeudi 13 septembre.
Alors pourquoi 13 septembre? Oui, bon, 13 septembre 1906. Et oui, je sais pas pourquoi il m'a sorti le septembre, alors que j'avais marqué décembre, c'est pas grave. Une performance remarquable à bagatelle. Le pionnier de l'air installé aux commandes d'un aéroplane va réussir à parcourir plusieurs mètres, donc un bel exploit, hein, 1906, je rappelle la date, dont la presse fera écho. C'est dans la matinée que Alberto Santos Dumont va exécuter ce vol. C'est un bien grand mot, c'est plutôt un bond, hein, un bond en avant, puisqu'il n'a couvert que 5 à 6 mètres et le retour au sol s'est fait brutalement par l'arrière de l'appareil qui a été endommagé. C'était des pionniers, hein. Mais ce bond reste quand même assez exceptionnel pour l'époque et a enthousiasmé les 200 à 300 personnes qui en ont été témoins. Et parmi eux, monsieur Argdeacon, voilà, mécène, qui récompensera d'un prix le premier aviateur qui effectue un vol de 25 cm, mais aussi les membres du comité de l'aéroclub. Ces derniers ont vu Santos Dumont s'élancer de quelques 100 mètres avant de faire ce bond mémorable, puisque l'aviation n'en était encore qu'à ses débuts. Voilà pour la petite brève historique de la zone aéro, comme d'habitude. Si vous voulez réagir, évidemment, en cours d'émission, vous pouvez le faire dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Logiquement, Feature Chat refonctionne, ça faisait 15 jours que le service était HS, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, j'ai refait un test dans la semaine, ça marche, donc on va l'essayer en cours d'émission. Et tout de suite, on va retrouver notre invité de ce soir, puisqu'on va parler de formation, on va parler de la vocation d'être pilote. Je vois le cadre avec la lumière, mais un peu gros, il faudrait réduire pour avoir une bonne visibilité. Ok. Oui, c'est normal, c'est parce que c'est la décoration de Noël, cette émission et l'émission prochaine. Et après, ça redevient normal. On est donc parti. Merci Jordan pour le lien vocationpilote.com qui vient d'être affiché dans le chat et épinglé. Ils sont formidables à la modération. Et on parlera d'ailleurs de modération. Je vais peut-être en parler tout de suite avant de retrouver notre invité, avant de retrouver Olivier. Si vous êtes intéressé par la zone aéro, si vous êtes intéressé par le fait de participer, peut-être indirectement, à Push to Talk, la nouvelle émission qui aura lieu avec les chroniqueurs le dimanche soir, nous vous invitons à nous contacter via Discord, vous contactez les modérateurs, éventuellement Julo18. Salut Martin qui est avec nous, bonsoir. Donc vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire du Discord, puisqu'on va avoir besoin de coups de main, on va avoir besoin de modérateurs pour cette émission Push to Talk. Modérateurs dans le Discord, donc venez si vous êtes disponible, venez nous donner un petit coup de main, vous verrez, l'ambiance elle est très cool. Et vous serez au plus près de la réalisation de l'émission. Il nous faudrait 2 personnes. Donc si vous connaissez un peu Twitch et que vous êtes d'accord pour faire modérateur ou modératrice, merci Free Flight, n'hésitez pas à vous proposer. Vous venez dans le Discord et vous nous envoyez un petit message à Julo ou à moi et derrière on fera le nécessaire pour vous expliquer, on vous accompagnera, etc. Voilà, merci Jordan, l'ambiance est super. On a des ampoules oranges et ça c'est peu dire. Voilà. Allez, on va tout de suite lancer la séquence suivante, retrouver notre invité. C'est donc la séquence au sol et en vol et on va parler de formation de pilote ce soir. Et on va retrouver notre invité, il devrait apparaître dans quelques secondes si tout va bien. Alors, oui. Pourquoi ça n'apparaît pas? Alors, attendez, hop. Est-ce que là, ça fonctionne ou pas? On va le retrouver, Olivier. Hein, il va arriver, il était là. Je le vois en plus connecté sur l'autre écran. Alors, voyons. On va essayer de résoudre ça rapidement. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, attendez. Visio, oui, c'est ici, incruste, bougez pas, ne bougez pas, on va retrouver Olivier dans un instant. Déjà, Olivier, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Parfait, donc déjà, on a le son. Donc maintenant, on va aller voir l'image. Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi. Là, c'est bon, on va retrouver Olivier normalement. Bon, voilà, il est là. Magnifique. Bonsoir Olivier. Et bonsoir. Merci à toi d'être présent dans la zone aéro, ça nous fait bien plaisir. Cette émission était calée déjà depuis un petit moment. Et on avait hâte de te rencontrer, déjà pour faire connaissance, que tu fasses connaissance
avec le chat de l'émission et surtout pour nous parler de cet excellent projet qui est Vocation Pilote. Donc l'idée, ça serait de nous présenter un petit peu comment tu es arrivé à un petit peu tout ça, mais avant toute chose, je te propose de démarrer comme ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire la petite minute de présentation. Donc on lance le petit timer et pendant 1 minute, tu nous fais ta présentation et on revient dessus après avec le chat qui peuvent te poser des questions et on discute à la bonne franquette, j'ai envie de dire. Allez, pas de problème. Allez, c'est parti, on lance le décompte. Eh bien, donc moi c'est Olivier. J'ai un peu comme tous les gens passionnés, j'ai commencé à traîner dans les aéroclubs, à essayer de rencontrer des pilotes quand j'ai formé un peu mon projet de faire ça de ma vie. Et ensuite, d'aéroclub au monde professionnel. Ça s'est fait assez naturellement dans la difficulté comme beaucoup, mais voilà, j'ai passé par les aéroclubs, un peu d'armée, un peu d'aviation d'affaires en safety pilot et de l'aviation en ligne. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ce métier. Voilà. Donc c'est assez chouette. En résumé, c'est à peu près ça. D'accord. Bah tu vois, il te reste encore 25 secondes. Ah, terrible écho. Ok, je sais pourquoi. C'est parce que le son passe sûrement par mon micro, je pense. On va faire des modifications et vous allez me dire si c'est bon ou pas juste après. Alors, la présentation est faite. Encore une fois, si le chat a des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour répondre à tout. Pour commencer, la question un petit peu traditionnelle, Olivier, comment t'es venue cette passion pour l'aviation, pour l'aéro? Qu'est-ce qui t'a dit à un moment donné, une petite voix qui t'a dit, en fait, tu seras pilote? Je vais pas être très original, mais en fait, j'ai jamais voulu faire autre chose que ça, donc j'ai toujours voulu faire ce métier. Alors au début, c'était vraiment l'idée de l'aviation, j'allais dire une passion, et puis en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'il y avait dans le métier de pilote, professionnellement, c'est quelque chose qui me plaisait. Et donc, c'est resté cet objectif, en fait, mais j'ai jamais voulu faire autre chose, en fait. Donc ça a été assez simple pour moi, j'ai pas eu trop à chercher vers quoi je voulais m'orienter. Ok. Ça marche. Bon, c'est bon, on a pu résoudre les soucis de son. Parfait. Ça remarche. Il est parti avec le Père Noël. Ok, donc est-ce que tu n'avais pas de famille spécifique dans l'aéronautique qui aurait pu te mettre le pied à l'étrier? Et non, absolument pas. Je connaissais vraiment personne. Mon père vendait du vin, donc ça n'avait rien à voir. Et puis, je sais pas, moi, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu faire ça. Et donc, assez naturellement, j'ai poussé les portes une par une, et puis voilà. Mais je connaissais vraiment personne. D'accord. Tu as commencé en aéroclub? Oui, tout à fait. Aéroclub, assez tôt, BIA, aéroclub, la voie standard des passionnés assez jeunes, j'allais dire. Et puis ensuite, des backseats en aéroclub, à force d'embêter les gens et de traîner là-bas le week-end, ils finissent par vous amener en vol, et puis... Après, travailler un petit peu, gagner un peu d'argent, faire des premières heures de vol, et voilà, avancer comme ça, tout doucement. Sur les premières années, je sais pas, peut-être en 3 ou 4 ans, j'ai peut-être fait 20 ou 25 heures de vol. C'est tout ce qu'on peut se permettre quand on n'a pas trop les moyens au début. Et puis avant que ça devienne professionnel et que ça accélère, quoi. Voilà. D'accord. Alors, première question qui arrive de J'entends rien qui demande: bonsoir Olivier, pilote sur quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vole sur le moyen courrier d'Air France. Donc sur 320, sur la famille 320. Ok, voilà, donc c'est pour ça qu'on en parlait juste avant. Ça tombe bien. Voilà. Tu es basé sur Paris, je suppose? Alors non, moi j'ai la chance, entre guillemets, d'être basé à Toulouse. Donc, ah d'accord. Il y a... Voilà, sur court et moyen, il y a encore quelques bases. Il y a Nice, Marseille, Toulouse, et puis Paris, qui est bibase entre Roissy et Orly. Et voilà, ça permet aux gens qui habitent dans ces villes-là d'avoir, sous certaines conditions, des détachements dans ces 3 villes que sont Marseille, Nice et Toulouse. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Et ça fait combien de temps maintenant? Air France, ça fait depuis 2019. 2019 Air France. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours post-aéroclub, puisque tu as commencé par le BIA, tu as fait tes premières heures, tu as fait du club, et derrière, il a fallu faire un cursus de pilote professionnel. Alors, quels ont été tes choix et pourquoi?
Alors, moi, à la base, mon premier instructeur, c'était un ancien pilote militaire. Et j'avais de l'intérêt, évidemment, pour l'aéronautique militaire. Et du coup, je me suis orienté, moi, après le bac, sur le concours EOPN, donc élève officier de personnel navigant. Et donc, je suis rentré dans l'armée de l'air, dans laquelle j'ai fait une bonne partie de ma formation de base, avant de rejoindre à nouveau le civil et de finir ma formation professionnelle. Et à l'issue de laquelle j'ai travaillé pendant 4 ou 5 ans au sol dans des emplois différents du métier de pilote, avant de décrocher mon premier emploi de pilote de ligne, on va dire la première fois où j'ai été payé en tant que pilote de ligne, c'était donc en 2014 aux Antilles. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé dans une compagnie, et j'ai travaillé aux Antilles, ensuite j'ai travaillé en Suède pour une compagnie danoise, ensuite je suis allé chez Hop, et de chez Hop, je suis rentré chez Air France donc en 2019. Ah oui, donc oui, effectivement, tu as vu déjà pas mal de compagnies, tu as pu voir justement les particularités de chacune, et justement, par quelles écoles, je ne sais pas si on peut les citer ou pas, mais quel cursus, tu as suivi un cursus modulaire pour ta formation? Ouais, c'est ça en fait. Donc j'ai fait une partie de ma formation dans l'armée, ensuite en école de pilotage privée, hein, tout simplement. Donc moi j'avais fait ça en France pour terminer ce que je vais faire. Ensuite j'ai fait une qualification d'instructeur donc à l'ENAC. Et puis pendant les 4 ou 5 années où je travaillais, j'ai fait de l'instruction et un peu de safety pilot en aviation d'affaires. Avant, j'ai fait pas mal de vols de ferry aussi, c'est-à-dire des déplacements, des convoyages d'avions dans différents endroits de France et même à l'étranger, quoi, à l'international. Et voilà, et c'est tout ça qui a construit un peu on va dire le CV avant que j'ai la chance d'être embauché donc dans ma première compagnie aérienne en tant qu'officier pilote de ligne aux Antilles en 2014. Voilà. Ok. Alors justement, on part. Oui, MLN qui nous dit super intéressant le ferry flight, ça apprend beaucoup. Ça t'a appris beaucoup d'ailleurs ce ferry flight, en particulier des points particuliers. Ouais, j'avais eu la chance de le faire, d'y toucher en tant que à la préparation des vols. J'ai travaillé à un moment donné chez Airbus, où je travaillais donc à la préparation des vols, à la fois de la flotte de Beluga et à la fois les vols de préparation de livraison. C'est-à-dire quand Airbus livre un avion, il y a des compagnies qui choisissent d'être assistées par Airbus et donc qui demandent toute la préparation du vol. Donc cette partie-là était intéressante parce que c'est comment dire, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Il faut définir les routes, demander des autorisations, tout le travail qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire plus tard. Et je l'ai retrouvé du coup côté pilote lors des ferry flights. Et voilà, on est hors organisation d'une société, donc il faut mettre un peu plus les mains dans le cambouis, donc c'est intéressant. Et ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut faire quand on est en école justement, où en général il n'y a pas d'opération pour poser le plan de vol, demander des autorisations, vérifier les horaires, je sais pas moi, d'obtention du carburant par exemple, ou du catering si on en a besoin. Donc il faut vraiment aller au-delà du cockpit en fait. Et c'est assez intéressant et c'est assez formateur. C'est plus fatigant aussi, mais c'est intéressant. Alors il y a Mélène qui nous demande, est-ce que tu as un côté dispatcher? Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai travaillé comme dispatcher, enfin agent d'opération et dispatcher pendant un peu plus d'une année. Ouais. Ok, parfait. Ah, la pub. Oui, alors voilà, il y a de la pub là, qui s'est déclenchée. Si vous voulez, bon, elle se termine dans 40 secondes, ça va. Hein. Ok. Alors, encore une fois, si vous avez des questions comme MLN, n'hésitez pas à les poser. Feature chat refonctionne, victoire. Donc, on a parlé de ce parcours donc militaire, puis modulaire, l'obtention de premier poste. Alors, pourquoi et comment est venue cette idée de dire, OK, moi, je vais proposer un site qui s'appelle Vocation Pilote. Déjà, pourquoi le nom? Et pourquoi le motif? Alors, pourquoi? C'est assez simple. En fait, moi, j'ai toujours fait, quand je faisais une instruction, j'aime bien quand j'ai des petits jeunes, pas forcément des petits jeunes, mais en tout cas des gens qui veulent rejoindre cette activité. Et donc, j'ai toujours beaucoup échangé avec eux sur l'ensemble des questions qu'on s'est posées nous-mêmes, en fait, hein, quand on est allé vers cette carrière. Et du coup, je donnais un petit document ou quand je répondais à leurs questions, comme c'était souvent les mêmes questions qui revenaient, j'avais fini par écrire un petit truc et que je donnais, mais de façon complètement informelle à mes stagiaires. Et puis en fait, pendant le Covid, hein, quand beaucoup de pilotes ont été arrêtés,
J'avais pas mal de notes déjà là-dessus, et puis je me suis dit, bon allez, si je traitais le sujet de A à Z, à la base c'était un peu pour faire un résumé, pas forcément pour être distribué. Et puis petit à petit, en fait, je l'ai complété, et c'est devenu un document un peu qui permet de résumer un peu tout ce qu'il y a autour des différents métiers de pilote, puisque j'ai élargi avec tous mes amis, que ce soit des anciens militaires ou des gens que j'ai connus en école, ou ce qui a permis de couvrir en fait l'hélico, l'avion et un peu dans tous les domaines. Et donc voilà, l'idée après c'est de faire un document qui permettait de compléter ce qu'on peut trouver sur internet, les forums. Là l'idée c'était de tout mettre au même endroit pour faciliter les recherches et que les gens aient vraiment une bonne idée de toutes les réalités, toutes les contraintes que comportent un peu ces métiers, quoi. Voilà, et que ce soit facilement accessible. En fait. Et du coup, en fait, c'est suite à des demandes spécifiques, c'est des gens qui sont venus te voir en disant ça serait bien que tu fasses ça puisque toi tu y es passé, ou on trouve pas, est-ce que tu peux nous aider? Non, même pas. C'était même pas. Enfin, en fait, je me suis nourri de toutes les questions que j'ai eues, notamment quand j'ai fait Enfin, je continue d'ailleurs à faire de l'instruction. Donc, c'est un peu toutes ces questions que les gens se posent. Et puis, en fait, ça permettait de résumer un peu l'expérience de tous mes amis, et toutes mes connaissances dans les différentes filières. C'est des choses que on aurait tous aimé connaître au moment où on s'est lancé. Et donc je me suis dit, tiens, ça serait pas bête de faire un petit résumé, de tout mettre dans un seul document, que les gens puissent télécharger et récupérer. Et ça permet vraiment de dégrossir un peu ce qui nous attend dans ces différentes filières. Et voilà, donc c'était juste ça. Et pour vous dire la vérité, c'est resté pendant un moment sur un ordi avant que je me dise, bon allez, tu vas pas garder ça sert à rien, autant le distribuer. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai fait ce site qui n'a pas d'intérêt en tant que tel. Hein. Le site, il y a des copies de certains articles, on pourrait dire, qui sont dans les books. Et l'idée c'était vraiment que le site serve qu'il y ait un endroit où on puisse récupérer l'e-book pour les gens que ça intéresse en fait. Voilà. D'accord. Et donc ça se distribue comme ça, de bouche à oreille, quoi, voilà. Ok, donc il y a Jordan qui vient remettre le lien dans le chat, vocationpilote.com. Donc merci Jordan. Ok, donc on cerne un petit peu mieux le projet. Donc tu parlais justement de e-book parce qu'au départ c'était plus un document, on va dire papier entre guillemets, que tu as du coup décidé de digitaliser pour pouvoir le distribuer de manière plus large. Oui, en fait c'était par simplification parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément. Enfin, je sais que j'ai souvent eu des gens qui me disaient tiens, moi j'ai un ami ou j'ai le fils d'un ami qui veut devenir pilote, est-ce qu'il pourrait t'appeler et tout ça. Je dis oui, bien sûr, avec problème, on en discute. Et puis après, par facilité, j'ai commencé à envoyer un fichier Word, et puis après j'ai commencé à l'écrire, et puis au final, voilà, il y a 100 pages. Et je me suis dit tiens, on va faire quelque chose d'un peu joli. Donc on a fouillé un peu dans les photos de tout le monde, et puis voilà, on a mis des photos, on a essayé de faire une mise en page qui soit facile et accessible avec un petit mode d'emploi, et puis après voilà, j'ai juste fait transform en PDF et distribuer. Mais voilà, le sujet c'est vraiment que tout le monde, que tous les gens qui s'intéressent, s'ils tombent dessus, que ça leur apporte quelque chose, c'est bien. Voilà, c'est juste ça le sujet. Donc du coup, vous êtes plusieurs à travailler derrière. C'est toi qui coordonne et tu fédères. Ouais, alors en fait, c'est vraiment ce qui se passe, c'est que il y avait la volonté d'être assez précis, le plus précis, que ce soit vraiment quelque chose qui soit écrit par les gens qui sont actuellement dans la profession, et quelle qu'elle soit, qu'on parle de travail aérien, d'hélico, d'aviation de ligne, ou de travail aérien avion, d'aviation d'affaires, etc. Donc avec le réseau, j'allais dire, en ayant vu les amis traverser un peu leur carrière, j'ai écrit, mais j'ai voulu que ce soit vérifié. Donc voilà, tous les copains ont participé en relecture et en me disant oui, là tu te trompes pas, ou là tu t'es complètement planté. Notamment, je parle pour les conditions de travail. Là, il y a tout un chapitre là-dessus. Donc ça, c'est des choses. Il faut vraiment y être quoi, pour pouvoir donner quelque chose d'assez précis. Et donc c'était ça l'idée. Voilà, c'est moi qui l'ai écrit, mais l'idée c'est de ramener l'expérience de tout le monde, quoi. Voilà. D'accord. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Là, tu parlais tout à l'heure du BIA. Est-ce que selon toi, dans les cursus traditionnels, puisque visiblement beaucoup de gens se posent la question, est-ce que l'aviation est suffisamment
représentée ou pas, et sur quel point elle devrait s'améliorer pour pouvoir proposer, on va dire, des informations authentifiables aux jeunes qui voudraient devenir pilotes ou de métiers autour de l'aérien? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on entend souvent les discours régulièrement. Il y a des études, là, soit de l'industrie, soit des écoles, où on en entend un peu parler du métier. Et souvent, c'est pour dire que ça va recruter, qu'on va avoir des besoins. Et ça va pas beaucoup plus loin. Et après, c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent. Alors, de toute façon, c'est un peu, comment dire, ce que les gens ont tendance à dire, c'est que il va vraiment falloir s'y intéresser et être motivé pour pouvoir mener ce parcours et cette vie-là. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une première sélection en fait. C'est-à-dire qu'on est au courant si vraiment on fait l'effort de chercher. Maintenant, ça passe par beaucoup d'heures sur Internet ou dans les aéroclubs ou sur les forums. Et voilà, donc là, l'occasion, c'était de simplifier la chose un peu pour tout le monde en disant, voilà, si vous posez des questions, si vous vous intéressez ou si vous voulez vraiment faire ce métier, il y a déjà beaucoup de choses qui sont réunies ici et ça vous permet de dégrossir voilà, le parcours, les contraintes et tout ce qui est associé à ces carrières, quoi. Ouais, ok. Alors on va lever aussi l'ambiguïté parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de pilotes de ligne qui, j'allais dire s'improvisent, pas forcément s'improvisent, mais on va pas se proclament non plus parce que c'est un peu excessif, mais disent qu'ils sont coachs. Par exemple, coach en recrutement, coach pour réussir les compagnies, c'est pas du tout ton cas. Hein. On n'est pas du tout dans ce profil-là. Hein. Non, alors ça, il faut vraiment, comment dire. Là, c'est vraiment un document informatif. Les gens font ce qu'ils veulent. On a essayé d'être le plus exhaustif et le plus précis possible pour tout résumer. Maintenant. Voilà, déjà c'est absolument gratuit, il n'y a pas besoin de mail, c'est dispo sur le site, n'importe qui y va, il le récupère, il l'a sur son ordinateur, c'est un PDF, on peut l'envoyer à qui on veut, voilà, il n'y a pas de contrôle là-dessus et c'est vraiment un document d'aide. Après, effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit, surtout depuis le Covid, il y a beaucoup de gens, alors c'est pas un jugement, c'est pas à tort ou à raison, mais ça devient un business, et ça l'est déjà parce que l'aéronautique ça coûte cher, il y a pas mal de pièges là-dessus. Et il y a des gens qui ont compris qu'ils peuvent gagner de l'argent avec des gens qui sont passionnés et qui sont prêts à payer cher pour mettre des Ray-Ban et voir le soleil tous les jours, entre guillemets. Et il y a des gens qui jouent un peu de ça. Et il y a notamment, comme tu le dis, pas mal de... Des fois, il faut même payer pour avoir des conseils sur qu'est-ce que je pourrais faire. Bon, voilà. Donc, c'est pas pour contrecarrer ça, mais c'est pour dire, bon, attention, il existe quand même un document gratuit qui est assez complet, sur lequel il y a toutes les infos. Donc que vous payez des heures de vol, ça c'est normal, mais vous n'êtes peut-être pas obligé de payer des conseils ou des renseignements sur comment est-ce qu'on peut vivre de ses carrières, quoi. Enfin, et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir pilote, que ce soit d'avion ou d'hélicoptère. Il y a des infos ici qui sont disponibles et gratuites, donc servez-vous-en, quoi. Ouais, ok. C'est Slack qui nous dit, étant actuellement en formation modulaire, je parcours le fichier, il est très exhaustif, bravo pour le boulot. Tu vois ? Merci. Voilà. Justement, donc on parlait de ces coachs qui du coup donnent des conseils et se font payer pour le faire. Il y en a de plus en plus. Quel regard tu portes enfin, tu nous as dit qu'il fallait se méfier un petit peu de tout ça, mais est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui, on a quand même pas une surmédiatisation, mais il y a beaucoup de comptes, par exemple Instagram, de pilotes truc-muche qui viennent sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, qui partagent des photos qui d'ailleurs très souvent ne représentent pas forcément le métier. Quel est ton regard un petit peu par rapport à tout ça, ces nouveaux médias qui effectivement sont apparus un peu post-Covid? Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pilotes, machin, là, il y a beaucoup de comptes là-dessus. Moi, je juge pas, les gens, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème, mais ce que je dis juste, c'est que les gens qui le regardent, il faut bien qu'ils se rendent compte, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui demandez comment il va, il y a 99% du temps, il vous dit qu'il va bien. Et puis s'il doit poster des photos, il va poster des belles photos, mais il va pas forcément vous parler des moments de galère, ou il va pas forcément vous dire que la belle photo qu'il a postée avec un magnifique lever de soleil, c'est qu'il était au briefing à 4h du mat'.
et que c'est le 4e matin qu'il était le briefing à 4h du mat et que ça commence à le fatiguer. Donc voilà, il faut toujours prendre les choses avec recul et se rendre compte que voilà, il y a des choses qui sont jolies à voir, mais ça sous-entend souvent derrière du travail et voilà, il n'y a pas que ce qu'on voit en fait. Voilà, c'est juste ça. Ouais, il faut juste en avoir conscience. Dans le sens, c'est pas très grave en fait que les gens croient ça. La difficulté avec l'aérien, c'est que une formation, quand on la paye, c'est à peu près 100 000 euros. Et moi, je pense que quand on engage 100 000 euros de formation, il faut savoir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds. C'est juste ça, quoi. Ça permet d'éviter un peu les désillusions et tout ça. Après, voilà, je veux pas du tout sonner. Foncez si vous êtes passionné, il faut y aller. Moi, je suis le premier à vous motiver. Il faut s'accrocher. Personne ne vous attend, c'est sûr, mais voilà, il ne faut pas hésiter à enfoncer les portes, il faut y aller et c'est super de vivre de ce boulot. Mais voilà, c'est bien de savoir un peu où est-ce qu'on va. Ouais, ok, tout à fait. Je ne sais pas si ça va marcher, je vais essayer, on va faire un test, hein, d'incruster, voilà, on le voit ici. Est-ce que je peux incruster en petit là, alors attends, hop, si je fais ceci, est-ce que ça fonctionne? Non, hop. Alors, c'est pas grave. Donc voilà, là, vous avez la page de garde du site Vocation Pilote, donc du rêve à la réalité. Vous tapez Vocation Pilote et vous arrivez là-dessus. Alors, en les relisant, et on va retrouver l'image d'Olivier juste derrière, on voit donc à propos. Dans à propos, on a qui suis-je, donc présentation, pourquoi ce site. Facteur humain, métier et formation. Alors, on va trouver quoi dans ces différentes rubriques? Alors dans ces différentes rubriques, il y a quelques articles, du coup je crois de mémoire, il en reste 3 ou 4, puisque je les ai à peu près tous enlevés, puisqu'ils sont tous dans le document en fait. Donc c'était pour donner un peu les différents sujets, qui sont vraiment des sujets formation, soit des sujets plutôt métier, soit des sujets facteur humain, qui est un peu la moitié du travail du pilote aujourd'hui. On parle de compétences techniques et non techniques. Et plus de 50% des compétences sont des compétences non techniques. Donc, je voulais mettre ça dans la tête des gens dès le début. Et voilà, donc ça permet juste un peu on va dire, le site internet et les articles qui sont sur le site internet permet de jauger un peu de la teneur de ce qu'il y a dans les books, mais tout ce qu'il y a sur le site est dans le document. Donc voilà, il y a rien de particulier. Le site, il est vraiment là pour supporter le téléchargement du document, en fait. Ouais, ok. Donc en fait c'est un classement, on va dire, simple des informations qu'il y a dedans. Ok. Quel regard tu portes sur les formations aujourd'hui en France? Parce que c'est vrai que évidemment il y a des faits divers qui se produisent, il y a des écoles qui se montent, il y en a d'autres qui se liquident, il y a beaucoup de turnover, il y a des gens qu'on retrouve, des fois on dit tant mieux, des fois on dit hélas. Quel est ton regard un petit peu là-dessus, notamment peut-être avec des nouveaux collègues qui arrivent et qui peuvent peut-être aussi en parler au moment où ils prennent le poste avec toi? En fait, il faut bien comprendre que les licences, que ce soit avion ou hélicoptère, elles sont donc réglementées. D'accord. Les formations, c'est pas dans des écoles, c'est des ATO, donc c'est des organismes approuvés par une aviation civile. En l'occurrence, si on est à l'EASA, il y a 32 États membres dans l'EASA, et donc ces 32 États membres, ils se sont mis d'accord sur qu'est-ce qu'il devait y avoir dans, je prends un exemple n'importe lequel, dans une licence de pilote professionnel avion. Donc ça veut dire que toute école qui veut faire délivrer un CPL doit se conformer à un programme qui est approuvé. Donc déjà, ça veut dire que n'importe quelle école dans les 32 États membres va vous faire le même programme. Ensuite, il y a une notion d'expérience vécue qui va être différente en fonction des écoles, des moyens, des instructeurs, des personnes, du planning, de la tenue. Enfin, il y a tout un tas de raisons, de la météo, qui peuvent faire que votre formation sera différente. Néanmoins, partout, vous allez sortir avec la même licence. Donc, il n'y a pas vraiment d'école de cette école est mieux qu'une autre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez, une école, ça reste une entreprise. Ça, il faut le comprendre. Donc, une entreprise, elle a des contraintes, et parfois financières. Et donc, il faut s'y intéresser un peu parce que il faut faire attention. Encore une fois, on parle de grosses sommes d'argent. Et le mieux, évidemment, c'est de ne pas se mettre en danger. Il n'y a pas vraiment de raison.
Mais déjà, à partir du principe qu'une école qui va vous demander la totalité ou une grosse partie du prix de la formation dès le début, ben c'est quelque chose de dangereux parce qu'une école, elle vit, elle a des frais, elle a des instructeurs, elle a des machines, elle a de l'entretien, elle a des réglementations qui l'obligent à faire certaines dépenses. Donc une école n'est pas infaillible. Et on l'a déjà vu dans l'histoire, il y a des écoles de pilotage qui ont fait faillite. Et si vous êtes dans une école au moment où vous faites faillite, ça sera très compliqué déjà de terminer vos qualifications, parce qu'au moment où elle fait faillite, si vous ne les avez pas, vous vous retrouvez avec une somme d'argent dépensée qui ne vous a servi à pas grand-chose, puisque vous n'êtes toujours pas qualifié. Donc c'est des éléments auxquels il faut prêter attention, d'autant que c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises, et malheureusement il n'y a pas très longtemps. Ça ne veut pas dire que l'école n'était pas bonne ou pas bien gérée, ça reste comment dire, ça va avec l'économie globale, quoi. Mais c'est quand même un point d'attention quand on paye sa formation. Et voilà, je pense que la stabilité financière d'une école, c'est un sujet quand même. Donc il faut faire attention de ne pas avoir trop d'avance parce que ça peut être de l'argent perdu et c'est dommage au vu des montants engendrés, quoi. Donc premier conseil déjà, c'est si on doit payer la totalité, c'est niette. Ouais, ça me paraît pas... Enfin, une école qui demande encore ça aujourd'hui, alors qu'il y a déjà eu des faillites, c'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre. Alors après, est-ce qu'il y aurait une régulation peut-être au niveau des aviations civiles, je sais pas, mais en tout cas, bon, il faut... Voilà. Une école qui demande de payer la totalité d'avance, ça peut vous mettre dans une situation dangereuse. Ouais. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut éviter. Ok, d'accord. Alors, réaction de Ceslac. Hop, si on peut l'incruster, voilà, qui nous dit oui, clairement, il y a un peu un système de pyramide de Ponzi qui existe dans les écoles. Alors, les écoles, c'est pas toutes, heureusement, mais peut-être dans certaines écoles, en effet. C'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est le système de financement qui est bancal, en fait. C'est sûr que si l'école a besoin des nouveaux arrivants pour payer la formation de ceux qui sont en cours, ça peut, voilà, s'il n'y a plus assez d'arrivants, à un moment, ça peut finir mal. Après, bon voilà, moi je ne suis pas là pour juger le fonctionnement économique d'une école, mais je dis juste que quand on se positionne vers une école et qu'on se dit bon tiens, je vais faire ma formation dans cette école et que je vais dépenser de l'argent dans cette école, il faut essayer de se renseigner, d'autant que je dis pas que c'était connu, mais souvent sur ce qui s'est passé, on savait que l'école était plus ou moins en difficulté, on savait qu'il y avait déjà des problèmes, etc. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment fouiller, se renseigner, appeler, aller rencontrer quelqu'un à l'école, ça c'est obligatoire avant d'y aller, ne serait-ce que pour voir l'ambiance, etc. Faire une visite, discuter avec des gens qui y sont, et fouiller un peu sur les forums, enfin voilà, essayer de se renseigner au maximum. Ça ne vous protégera pas à 100%, mais c'est déjà une bonne démarche. Donc c'est discuter peut-être aussi avec les élèves qui sont déjà sur place, pas forcément les commerciaux ou des gens qui sont là pour vendre quelque chose, mais plutôt aller, on va dire, en sous-marin un peu à l'intérieur pour voir un peu comment ça se passe. Exactement. C'est vraiment quelque chose à faire. Et je pense notamment aux gens qui vont se former au Canada ou aux US, où il y a eu beaucoup d'échos de gens qui sont partis, qui ont été très bien accueillis pour leur journée, on va dire, de visite, etc. Et puis qui ont vu on va dire l'autre côté dès lors qu'ils se sont retrouvés élèves dans cette école et qu'ils avaient déjà payé. Donc d'où l'intérêt de parler vraiment avec des gens qui sont dans l'école depuis un petit moment et qui vous diront ce que vous diront pas forcément, j'en sais rien, les gens qui vont vous présenter l'école. Et encore une fois, c'est sans critique à l'école, la plupart des gens font comme ils peuvent, mais voilà, il y a quand même des contraintes économiques qu'on peut pas éviter dès lors qu'on monte une école de pilotage. Donc c'est normal. Il y a des gens justement qui sont venus vers toi, qui sont peut-être aussi passés par le site, enfin ton site, et qui t'ont dit c'est cool, grâce au site, j'ai pu aboutir à ce que je voulais, j'ai pu éviter telle ou telle école, ou j'ai pu rentrer dans telle ou telle école. Alors pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de lien avec moi. Donc jusqu'à aujourd'hui il n'y en avait pas, donc je sais pas. Et j'ai même aucun contrôle sur la diffusion du document.
Je sais que j'ai des amis qui ont retrouvé le document sur des sites de préparation ou dans les mains de certaines personnes, mais voilà, il n'y a pas vraiment de rapport, les gens ne me posent pas de questions du coup, donc je sais pas, mais en tout cas j'espère que ça sert. Il me semble l'avoir vu sur Aeronet, le fameux forum. C'est possible. Il me semble l'avoir vu au fur et à mesure, enfin au fil des sujets d'actualité. D'accord, ok. Donc du coup, tu n'as pas forcément comment dire, de retour réel de personnes qui t'ont dit bah, super Olivier, tu m'as permis de mettre le pied à l'étrier. Bah, en fait, oui, j'ai quelques personnes que je connais, ou notamment des anciens stagiaires, etc. Donc certaines personnes qui écrivent. Après, il y a quelques personnes qui ont écrit sur l'adresse vocation pilote, parce qu'il y a une adresse de contact, la vocation pilote. Donc il y a quelques personnes quand même qui m'ont écrit que bah, voilà, c'était bien parce que ils avaient pu faire le tri ou choisir une voie, ou même certaines qui ne connaissaient pas. Donc c'est bien, tant mieux. Ça, c'est ça. Justement, tu disais que c'est une première, parce que jusqu'à ce soir, tu n'étais pas relié directement au site vocation pilote, donc en fait on vient de casser le 3e miroir, là, au 4e miroir. Donc maintenant tout le monde va le savoir. Non, qu'est-ce qui t'a justement donné envie, à la limite, en voyant la zone aéro, de te dire bah tiens, ça serait peut-être bien qu'on en parle. T'as pu voir en fait une manière de communiquer à un autre public? Ouais, en fait c'était en fait, il y a les quelques retours que j'ai eus étaient quand même encourageants, dans le sens où les gens, ça les a vraiment aidés. Donc l'idée, c'est que ça se diffuse, et que si ça peut aider un maximum de personnes, tant mieux. Donc voilà. Après, on l'aurait fait en voix, ça m'aurait suffi. Il n'y a pas de sujet. Mais bon, voilà, l'idée, c'est que ça se diffuse. Donc bon, il y a un moment, voilà, faut que le document circule. Si ça peut aider des gens, tant mieux. Donc c'est dommage de le garder sur son ordi, quoi. Alors c'est sûr, d'autant plus que, et je pense que le chat sera d'accord là-dessus, l'idée c'est aussi de mettre en avant les gens qui font des choses concrètes, qui proposent à tout le monde d'avancer, qui offrent pour le bien commun. Enfin en tout cas c'est un peu notre état d'esprit, donc je pense que c'est normal qu'on mette les gens, qu'on les identifie, et qu'on montre qui travaille derrière ça, et qui en tire aussi quelque chose pour lui, quoi. À mon sens c'est normal, quoi, hein. Logique. Alors, autre petite chose, on parlait tout à l'heure des différents types de formations. Il y a les formations modulaires. Je ne sais plus qui en parlait dans le chat en disant on peut payer par module. Je crois que c'est Cesla qui disait, je trouve que c'est le paiement par module, ça limite les potentiels dégâts. Alors le module, c'est effectivement, on passe les qualifications les unes après les autres. Ou alors il y a la fameuse formation intégrée, on parlait de 100 000 €, c'est ces budgets-là. On fait tout d'un coup. Est-ce que toi, tu as un recul là-dessus? Qu'est-ce qui est le mieux, finalement? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, avec ton expérience? Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de mieux, en fait, dans le choix de l'école et dans le choix de la formation. En fait, les gens font vraiment ce qu'ils veulent. C'est plus une question de qu'est-ce qui me correspond le plus. Et ça, c'est aussi vrai pour l'idée de se lancer. C'est-à-dire que quand je dis aux gens que personne ne les entend, que c'est quand même une somme importante d'argent, etc., et que la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est le moment de me lancer? Moi, j'ai pas de boule de cristal, et je crois que personne n'en a, parce que l'industrie est toujours surprise de l'arrêt net des vols ou de la reprise. Donc en fait, je pense qu'il faut pas baser son envie de commencer sa formation, ou son envie de rejoindre ce métier sur est-ce que ça va être le bon moment ou pas. Et je crois que le premier critère, c'est ne pas se mettre en danger, entre guillemets, quoi, ou alors savoir pertinemment dans quoi j'ai. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à dépenser cette somme d'argent, ou à la faire financer d'une façon ou d'une autre, sachant que la réalité du métier et des contraintes, notamment pour trouver un emploi, c'est celle-là. Voilà, si la réponse est oui, ok, on peut y aller. Si la conjoncture est bonne en sortant de formation, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis, on le savait, et on fera quelques années dans notre métier avant de pouvoir rejoindre un cockpit. Mais en fait, c'est plus ça qui va définir est-ce que vous vous lancez dans le projet. Et du coup, pareil, entre modulaire et intégré, souvent les gens qui partent en modulaire sont des gens qui travaillent déjà, qui n'ont pas forcément beaucoup de disponibilité, et qui préfèrent avancer au module
Déjà, ça leur permet de changer d'école plusieurs fois s'ils veulent. Ça leur permet de faire la formation quand ils sont prêts, quand ils ont le temps, quand ils arrivent à poser des congés ou du sans solde. Alors qu'une formation intégrée, c'est un peu plus contraignant, hein, évidemment. Ouais. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens. Et après, c'est pareil pour le type d'école, hein. Il y a des gens qui vont être à l'aise dans une école qui ressemble à une compagnie aérienne, qui est très organisée avec des opérations, des uniformes, des avions tout neufs. Et puis il y en a qui vont préférer sentir l'huile sur des avions un peu plus anciens et aller voler en jean et en basket. Ça, il n'y a pas vraiment, encore une fois, comme je dis, le programme c'est le même. C'est un programme qui est certifié, approuvé. Il y a des contrôles dans les écoles. Donc, grosso modo, on va dire les acquis que vous devez avoir sont les mêmes. Après, l'expérience vécue, ça se discute. Ça peut être changeant. Déjà, ça dépend des instructeurs que vous aurez, de l'ambiance qu'il y a, etc. Mais ça, c'est plus aux gens, j'allais dire, de faire la démarche, de dire voilà, où est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce qui me correspond le mieux. Il n'y a pas vraiment de grandes écoles comme on pourrait avoir dans un cursus universitaire, en fait. Ouais, et puis de toute façon, Donc, c'est pas non plus notre rôle de dire mieux que les autres. Voilà. voilà, quels sont les meilleurs. Par contre, effectivement, de préciser que les programmes sont suivis, identifiés et que les écoles doivent les respecter. D'ailleurs, si elles ne les respectent pas, elles peuvent être pénalisées. Ça, Bien sûr, il y a des audits. Ouais. Donc il faut le dire. Et comme tu le disais aussi, et j'aime bien cette réaction-là en disant qu'attention, le métier de pilote, c'est pas effectivement celui, on en parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, celui qui est montré, on voit que l'image dorée des choses, mais c'est aussi des contraintes. Alors on pourra peut-être en parler un petit peu de ces contraintes du métier de pilote que toi tu vis au quotidien. Mais tu es rentré en 2019, tu nous as dit, comment est-ce que tu as vécu justement le Covid? Parce que quelque part, le Covid a aussi été un choc pour l'aviation. Comment on vit ça quand on est en compagnie? Alors nous, on a été un peu, je vais pas dire protégés, mais Air France a fait un choix assez fort sur le Covid, c'est de rester entre guillemets armé pour la reprise. Donc l'activité s'est effondrée, mais pour nous, ça n'a pas eu d'énormes conséquences. On voit bien que partout ailleurs, il y a eu beaucoup de licenciements du jour au lendemain et des compagnies qui se sont arrêtées. Voilà, nous, notre compagnie a continué à fonctionner et l'effectif est resté relativement stable, mis à part des plans de départ volontaires, mais ça concernait plus des gens qui étaient là depuis longtemps dans la compagnie. Donc c'est juste l'arrêt des vols, évidemment. On s'entend pas forcément, on s'entend pas une telle violence, je vais dire, dans l'arrêt de l'activité. Après, c'est quelque chose qu'on avait, enfin, en tout cas que ma génération a connu aussi en 2008, post-2008, où là, grosso modo, une compagnie comme Air France, post-2008, a recruté personne pendant 7 ou 8 ans, enfin pratiquement 8 ans. Quand je dis personne, c'est personne. Donc, je sais pas, en grosso modo, à cette époque, il devait y avoir à peu près 4000 pilotes chez Air France. Et dans 8 ans, ils ne recrutent pas une seule personne. Donc, pendant 7 ou 8 ans, forcément, en cascade, c'est toute l'industrie qui est un peu paralysée, puisque tous les gens qui auraient pu rejoindre une compagnie, j'allais dire, de dimension un peu plus grande, ou dans laquelle ils avaient réussi des sélections, mais ne bougeaient pas, du coup ne libéraient pas leur place, du coup en dessous ça bougeait pas, etc. Donc il y a comme une espèce de pyramide qui est un peu paralysée. Et donc voilà, il faut savoir que il y a cet emploi un peu cyclique qui dépend de toutes les crises, qu'elles soient sanitaires, militaires, économiques. En gros, quand il y a une crise de cet ordre-là, il y a souvent une crise du recrutement de pilotes en même temps, puisque l'aviation, intrinsèquement, elle est internationale, elle est mondiale, elle est liée à l'économie, donc dès que ça vacille, en général, les compagnies vont pas très bien, et du coup, ça recrute pas. Donc voilà, il faut être prêt à ça. Après, ce qui est dur, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ces années où ça vole pas. Alors, quand on est déjà dans une compagnie, si on a la chance de pouvoir y rester, c'est super. Mais parfois, il y a des licenciements. Moi, j'ai connu aussi la faillite d'une compagnie avant de rejoindre une autre compagnie plus grande. Donc, ça existe aussi, bien sûr, des compagnies qui font faillite. On en parle d'ailleurs dans le document. On fait un petit résumé sur les 40 dernières années, dans quelle compagnie il aurait fallu être pour faire toute sa carrière. Et on voit qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Donc voilà, il faut comprendre que souvent on dit plan B obligatoire et une activité différente certainement pendant moins longtemps.
Voilà, il y a quelques pilotes qui font des lignes droites, qui n'ont jamais aucun problème, qui rentrent tout de suite dans une bonne compagnie et qui n'ont pas trop à se poser de questions. Mais la majorité des gens ont souvent galéré. Donc il faut juste avoir ça en tête quand on se lance là-dedans. Pour sa formation, et puis il faut être prêt à faire autre chose, quoi, à s'adapter. Ce qui est une bonne compétence pilote d'ailleurs. Mais du coup, voilà, il faut savoir que ça peut arriver. C'est pas tout tracé. Ok. On va saluer Asgard qui vient d'arriver avec 25 personnes sur la chaîne. Coucou Asgard, merci pour le raid. Ça fait plaisir. Donc on resitue un petit peu le débat. On est avec Olivier, créateur du site Vocation Pilote, avec qui on parle, qui est pilote de ligne, avec qui on parle un petit peu de la formation, des conseils qu'on peut donner aux futurs pilotes. Hein. C'est ça. Quel est ton point de vue, Olivier ? On parlait justement des contraintes liées à la géopolitique, etc. En ce moment, il y a quand même un conflit avec l'Ukraine, les choses se passent plutôt mal là-bas. Et pourtant, on se rend compte que le marché de l'aviation au niveau européen, en tout cas, même mondial, n'est pas forcément directement impacté. Pour quelles raisons et comment toi tu le vis au quotidien ? Il y a des vols qui sont déroutés, il y a quand même une attention qui est demandée aux pilotes sur ce sujet-là ? Ouais, alors c'est ce qu'on remarque quand on prend la carte mondiale avec toutes les restrictions de vol, en fait, on se rend compte, il y a pas mal d'anciens pilotes qui disent c'est marrant, il y a 25 ans, là, tu vois, il y avait une zone rouge sur la carte à l'échelle du monde. Aujourd'hui, quand vous allez dans certaines directions, quand vous faites des vols vers l'Est, par exemple, il y a beaucoup de rouge quand même. Il y a énormément de vols de non-survol, entre guillemets. Donc avec des contraintes horaires, des vols des temps de vol qui s'allongent, ou des routes qui n'étaient pas habituelles, qu'on avait oubliées, notamment je pense au retour par le nord là, qui se faisait plus trop et que Air France a repris, là, je crois les retours du Japon qui sont par le pôle. Enfin voilà, il y a plein de routes qui sont modifiées et c'est vrai que maintenant quand on va vers le sud ou l'est, il y a beaucoup de zones qu'on ne survole plus tout simplement. Okay. Donc tout ça change un peu, voilà, ça a des conséquences là-dessus. Après, les conséquences en termes d'emploi, là j'avoue que en ce moment ça n'a pas l'air de trop impacter les recrutements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu d'arrêt suite à cette crise-là. Maintenant, voilà, l'accès au premier poste reste toujours compliqué. C'est dû à quoi, l'expérience ? Enfin, on manque d'expérience en l'occurrence ? C'est un peu comme dans tous les métiers, hein, c'est que souvent on vous dit voilà, vous n'avez pas l'expérience. Certains vous diront que c'est pour des questions d'assurance, d'autres vous diront que c'est parce qu'ils veulent des gens qualifiés qui soient lâchés plus rapidement en ligne. Bon, voilà. La vérité, c'est que quand on sort d'école, on a toujours un peu de mal à trouver son premier emploi. Et parce qu'on vous demande de l'expérience partout et au début on n'en a pas. Enfin, en tout cas, on n'a pas l'expérience exactement requise, parce que parfois on a, je sais pas, parfois il y a des gens qui ont 1000 heures d'instruction par exemple, mais sauf qu'il y a des compagnies qui vont préférer que la personne ait 500 heures sur ATR ou sur Airbus plutôt que 1000 heures d'instruction. Donc on a de l'expérience, mais on n'a pas celle qu'on nous demande. Donc voilà, il faut vraiment que les compagnies commencent à plus trouver ces gens-là, ou alors qu'on ait le réseau qui va bien, qui permet d'accéder à son premier poste, qui est quand même assez capital. On a tendance à dire que les 500 premières heures en aviation d'affaires ou en compagnie aérienne sont vraiment des heures qui comptent, parce que c'est les premières qui démontrent que oui, effectivement, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce métier. Et voilà, et après ça devient un peu plus facile. On a plus de propositions, disons. D'accord. Est-ce que là je peux rentrer en ligne de compte quelqu'un qui est plus vieux par rapport à quelqu'un qui est plus jeune ? Vous avez quoi comme profil à l'heure actuelle qui peuvent rentrer ou que tu vois arriver ? J'allais dire oui et non, ça dépend vraiment des politiques de compagnie. Après, on en parle un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des filières d'accès gratuites à la formation de pilote qui demandent des limitations d'âge. Donc ça peut être le cas pour l'ENAC, bien sûr, mais... Alors justement, c'est les fameux cadets dont il y a une question de MLN là-dessus. Donc vas-y, je te laisse finir et on aborde la question de MLN après. Donc il peut y avoir des limitations d'âge pour l'accès à certaines filières, voilà. Après, dans le métier, en pratique, il n'y a pas de limitation d'âge. Par contre, souvent, les compagnies font attention à un certain couple âge-heure de vol. Je ne sais pas si vous mettez à l'aviation, vous devenez pilote professionnel, vous avez 50 ans et 200 heures de vol, ça sera certainement plus compliqué que quelqu'un qui a 20 ans et 200 heures de vol. De façon générale, on remarque assez peu d'accès au métier
au-delà de 45 ans. Alors, déjà parce qu'il y a peut-être moins de gens qui se posent ces questions à ce moment-là. Et puis après, il y a diverses raisons. Il y a des gens qui vous parlent du couple, donc âge heure de vol qui est pas comment dire, optimisé. Il y a des gens qui vont vous parler des capacités d'apprentissage qui deviennent réduites. Il y a des gens qui vont vous parler de la non-rentabilité de se lancer dans ces carrières-là parce que on n'a pas forcément immédiatement de bonnes conditions de travail et vu l'investissement que ça fait et versus le temps qu'il reste à travailler, Ouais. bah, c'est pas un investissement rentable. Donc voilà, bon, il y a tout un tas de raisons, mais grosso modo, c'est vrai qu'on a assez peu de gens après 45 ans qui rejoignent la profession. D'accord. Petite question donc par rapport aux filières gratuites dont on parlait. Les cadets. Ouais. Les cadets sont réouverts par beaucoup de compagnies, dont Air France. Et là, formation 100% gratuite. Du coup, il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent y accéder. Quel est ton point de vue par rapport à un élève qui devra débourser 100 000 euros? Donc en gros, c'est cadet versus le reste du monde. Alors, déjà, il faut faire attention entre les différents programmes cadets. Les cadets Air France, c'est des cadets qui n'existent nulle part ailleurs. Il ne faut pas se mentir. Concrètement, je résume, les cadets Air France, si vous réussissez la sélection, Air France vous paye la totalité de votre formation. Pendant votre formation, vous êtes rémunéré. Et si vous n'avez pas d'échec particulier, sachant que le but, c'est quand même de sortir les gens, hein, de sortir les gens, d'amener les gens au niveau, hein, de les aider parce que la compagnie investit pour vous, donc elle ne cherche pas à vous mettre dehors, c'est ça que je veux dire. Donc le but c'est d'amener les gens au niveau. Et donc s'il n'y a pas de problème, à l'issue vous êtes embauché directement, donc en CDI, en contrat pilote, chez Air France. Air France veut dire aussi Transavia bien sûr. Donc c'est un peu, vous avez la totalité, vous avez une formation qui est payée, vous êtes rémunéré. Et vous n'avez pas cherché de travail. Donc c'est voilà, il n'y a pas beaucoup de programmes comme ça dans le monde. À ma connaissance, c'est même le seul. Ensuite, il y a beaucoup d'autres programmes cadets. Je ne sais pas, par exemple, si on parle de Génération EasyJet, c'est pas tout à fait pareil. Déjà, on va vous demander de payer, même si on va asseoir votre dossier avec une compagnie bancaire qui va vous faire un prêt pour payer votre formation. Et ensuite, c'est pas tout à fait pareil, les choses sont beaucoup moins garanties, puis ça dépend de s'il y a une crise entre-temps, enfin bon voilà, c'est pas vraiment des programmes comme Air France, et puis vous ne serez pas payé pendant votre formation. Donc il y a beaucoup de programmes qu'on appelle cadets qui n'ont pas grand-chose à voir avec les cadets Air France, il faut bien faire la différence entre ces différents programmes. Ouais. Et ensuite, entre cadet et quelqu'un qui prend une formation, déjà il y a une différence fondamentale, c'est que quelqu'un qui ne veut pas faire d'aviation de ligne, par exemple, ou quelqu'un qui ne voudrait pas être chez Air France, pour X ou Y raison, les cadets Air France s'amènent directement à ça. Donc déjà, c'est pas la bonne option. Et quelqu'un qui fait un programme cadet pendant lequel on va faire une formation MPL, par exemple, qui est une formation destinée à s'asseoir dans un cockpit d'avion de ligne, si cette personne-là veut faire de l'aviation d'affaires ou du travail aérien, c'est pas la voie à suivre non plus. À ce moment-là, il faut faire une autre formation dans une école privée. Donc, ça dépend aussi de ça. Après, voilà, toute formation qui vous garantit plus ou moins un emploi et qui vous permet de payer moins cher votre formation est forcément plus intéressante qu'une formation où vous allez payer la totalité. À condition que ce soit, comme on vient de dire, ça vous amène vers le métier que vous souhaitez réaliser. Voilà. Oui, et puis que ce soit avéré, que ce soit pas de la poudre aux yeux ou qu'on vende en fait ça comme un argument de vente en fait. Exactement, il faut faire très attention dans les formations. C'est pour ça que je fais la différence. C'est pas pour mettre Air France en avant, mais voilà, chez Air France, il n'y a pas de surprise. Le programme cadet, c'est un vrai cadet. Même les cadets qui sont arrivés pendant la crise, ils n'ont jamais été oubliés par la compagnie. La compagnie a toujours fait au mieux, j'allais dire. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres programmes cadets. Donc il faut bien les regarder, les programmes cadets. Il faut bien aller lire toutes les petites lignes et comprendre de quoi il s'agit exactement. Si vous comprenez que la compagnie va vous payer toute votre formation et que vous avez un contrat de travail assuré derrière, c'est que vous avez certainement mal lu, parce que c'est très rarement comme ça. Voilà. Relisez les petites lignes ou sur la tranche de la feuille. Exactement. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, attention. Oui. Et d'excellentes opportunités aussi, mais voilà, il ne faut pas se mettre de fausses idées en tête. Il faut bien regarder de quoi on parle. Voilà. Oui, bien sûr. Donc voilà,
j'espère, Mélène, que ça répond à ta question justement sur le sujet. À ton avis, Olivier, par rapport aux formations qui sont dispensées, aujourd'hui c'est 2 ans, en gros, hein, de formation. Pour toi, c'est suffisant, c'est trop court par rapport au volume d'heures de vol qui sont faites? Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus d'heures de vol aux pilotes qui arrivent? Oula, alors là, on part dans un grand questionnement. C'est des questions qui peuvent être posées. Hein. Il y a des écoles qui font plus d'heures que d'autres. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai pas la compétence pour répondre à cette question. C'est l'industrie de façon plus globale qui essaie de s'ajuster à la fois à la demande et à la fois au niveau demandé par les opérations. Donc, ça, c'est les autorités qui décident un peu ça, qui décident d'ajouter ou pas des heures de vol. Après, comment dire, c'est pareil, ajouter des heures de vol, ça dépend de ce qu'on fait dans des heures de vol, hein, c'est toujours pareil, ça dépend de la densité des heures, ça dépend de ce qu'on apprend dans les heures. Je prends un exemple tout bête, mais si je rajoute 50 heures de vol à quelqu'un, mais pendant ces 50 heures de vol, il fait la même chose dans le même quartier et sans rien apprendre de nouveau, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à avoir fait 50 heures de plus? On peut se poser la question. Donc, voilà, c'est un sujet assez vague. La formation, elle est scalée. Il y a un minima d'heures de vol à respecter. Les écoles de pilotage, en général, respectent ce minima, déjà pour des raisons de coût. Enfin, ont obligation de respecter ce minima, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ne proposent pas souvent des heures supplémentaires parce que c'est une question de coût, de budget. Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à faire des heures de vol? Voilà, ça dépend ce qu'on fait dans les heures de vol et ça dépend du format. Donc, je ne saurais pas trop dire. Après, si la question de façon plus générale, c'est est-ce que les formations correspondent au niveau demandé par les opérations? Ça, c'est encore un sujet compliqué. Je vais laisser les experts s'exprimer là-dessus. Ok, ouais. Ça marche. Question de Ceslac. Est-ce que, alors c'est sur un autre débat, mais qui peut être un petit peu en lien avec ce qu'on vient de dire sur les formations, est-ce qu'en tant que pilote, vous avez plus d'infos sur les aspirations aux fameux monopilotes de l'EASA? Il y a beaucoup, effectivement, de sujets qui en parlent aujourd'hui, de cette orientation vers le monopilote, un seul pilote à bord. Je vois beaucoup de questionnaires d'associations de pilotes sur ce sujet en ce moment, notamment au SNPL, pour ne citer que. Tout à fait. Alors là aussi, c'est un gros sujet philosophique. Il y a beaucoup d'experts qui planchent dessus, à la fois chez les constructeurs, à la fois chez les différentes associations. Moi, j'ai pas plus d'informations que ça. On n'en sait pas plus que tout le monde, en fait, hein, parce que les sources, ce sont les mêmes. Pour l'instant, on ne dit rien de plus. Après, est-ce que c'est vraiment le chemin que va prendre l'industrie? C'est pareil, j'ai pas de boule de cristal, donc j'ai pas beaucoup de réponses à ça. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, l'activité repose vraiment sur 2 personnes. C'est-à-dire que la répartition des tâches de la charge de travail a été écrite sur 2 personnes. Donc aujourd'hui, ça se passe comme ça. On sait que techniquement, on peut le faire. On pourrait passer à mono, à 0. Voilà. À quel rythme ça va te faire, quand est-ce qu'on va le changer, je sais pas. Est-ce qu'on va vraiment faire ça? Est-ce que les passagers, les clients seront prêts? Il y a beaucoup d'interrogations. J'en sais pas plus. Ouais, il y a beaucoup d'interrogations sur ce sujet. Donc je sais pas. Aujourd'hui, on travaille à 2, ça c'est sûr. Sauf pour les opérations dites non complexes entre guillemets. Est-ce qu'on pourrait imaginer des opérations complexes au-delà de la croisière, parce qu'il y a aussi le sujet croisière, hein, c'est-à-dire passer en monopilote en croisière, mais garder 2 pilotes pour les phases de décollage, d'atterrissage, de montée, de descente. Est-ce qu'on peut aller plus loin là-dessus? Bon, voilà. Là, encore une fois, il y a tout un tas d'experts chez les constructeurs et dans les associations qui essaient de mitiguer ça, et j'ai pas plus de réponses. Ouais, d'accord. Ouais, il y a Ceslac qui nous dit, j'ai l'impression que ces constructeurs, en lien avec l'EASA, les opérateurs, avec tous les avantages de coût derrière, puisque du coup les pilotes seront plus une variable d'ajustement. Donc effectivement, il y a aussi le lobbying quelque part des constructeurs qui diraient on va vendre plus d'avions, on va pouvoir mettre plus d'avions en l'air, donc ça nous intéresse quoi, quelque part. Là aussi c'est pareil, il faudrait fouiller, est-ce que on est vraiment limitant, que ce soit en termes de coût ou de règles d'utilisation, j'allais dire.
Je suis pas sûr, c'est que mon avis, mais je suis pas sûr comment dire, compte tenu des contraintes que nous pouvons représenter en termes de règles d'utilisation et de rémunération, que ce soit le truc le plus important dans l'exploitation d'un avion, parce que c'est tellement compliqué à l'exploitation d'un avion, il y a tellement de règles qui régissent l'exploitation d'un avion, et il y a tellement de coûts engendrés par l'exploitation d'un avion, que je suis pas sûr que la variable de un pilote, ça change dramatiquement la donne. Voilà. Ok. Bah, ça serait un sujet intéressant à aborder, par exemple, en Push to Talk, histoire de prendre un petit peu les avis, l'avis global, hein, les avis de tout le monde, et puis d'en discuter, pourquoi pas. Je lance un appel aux chroniqueurs de Push to Talk, ça peut être bien ça. Après, moi, le seul élément que je peux ajouter, c'est que voilà, aujourd'hui, la sécurité, c'est 2 pilotes. Tout simplement pour les questions de répartition de tâches, de fatigue, de performance, de problèmes de maladie, d'infection alimentaire, de tout ce que vous voulez. Bon, je passer de 2 à 1 pilote, voilà, ça paraît compliqué. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, à 0 pilote, c'est encore pire, et on discutait avec Frédéric, qui est pilote aussi chez Air France sur 777, et qui nous disait que lui, il ne monterait pas du tout dans un avion, aujourd'hui, hein, là où il n'y a pas de pilote. Là, il était très clair là-dessus, il a dit, si c'est en plus c'est du long courrier, il m'en faut au moins 3 ou 4, parce que sinon, je ne monte pas. Voilà. Ouais. Donc, on a l'avis vraiment des gens qui sont à l'intérieur. Je suis assez d'accord avec lui. Ah ben voilà. Ok, il est 53, on va arriver au terme de la dernière séquence de l'émission, donc à savoir la séquence remise de gaz, foire aux questions. Donc si vous avez encore des questions, des sujets, des thèmes, comme l'ont fait CSLAC, comme l'ont fait MLN et d'autres, n'hésitez pas à le faire maintenant. On lance le petit jingle remise de gaz foire aux questions, et il nous reste un peu plus de 5 minutes avec Olivier pour aborder les sujets qui vous manquent pour l'émission de ce soir. Et je vais me répéter, puisque je vois qu'il y a mon père qui est connecté, on lui souhaite un bon anniversaire, puisque c'était aujourd'hui. Il arrive en retard, pas bien. Bon anniversaire, papa. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser à Olivier ou sur son site Vocation Pilote dont on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire, à les poser dans le chat. On revient tout de suite. Il nous reste à peu près 5 petites minutes avec Olivier. Alors, Olivier, toi, tu es chez Air France, je suppose que tu es bien. Tu n'as peut-être pas envie de changer tout de suite? Non, non, c'est sûr. Comment tu vois les choses? Tu voudrais rester à terme sur du moyen courrier, ou tu souhaites aborder le long courrier plus tard? Comment ça va se passer? Non, je vais partir sur le long courrier. Je ne l'ai pas fait encore, pour différentes raisons, mais je pense d'ici l'année prochaine, je ferai ça. Ouais. D'accord, donc ça veut dire qu'il faudra, dans tous les cas, migrer sur Paris, parce que de toute façon, les principaux départs long courrier sont là-bas. Exactement. Ouais, d'accord. Après, je ne sais pas quelle proportion il y a de gens qui habitent à Paris et de provinciaux, mais je dirais que ça doit être à peu près moitié-moitié, mais j'ai aucune idée des chiffres. Je dirais que c'est à peu près ça au fil des rencontres. Et voilà, après, c'est vrai que c'est un rythme différent. Il y a beaucoup de provinciaux qui, quand ils peuvent partir en long courrier, justement pour des facilités d'organisation, puisqu'il y a un peu moins de montée terrain à Paris quand on est sur long courrier, puisque les temps de vol sont plus longs, les temps de repos sont plus longs. Donc c'est vrai que d'un point de vue logistique, c'est souvent un peu plus simple. Mais bon, ce sont des choix de carrière, et tout ça, ça se fait à l'ancienneté, il faut le savoir, hein, chez Air France. C'est-à-dire qu'effectivement, pour partir sur long courrier, pour devenir commandant de bord, il y a des licences à avoir, il y a un certain nombre d'heures de vol à avoir, donc une expérience à avoir. Mais à partir du moment où on a tout ça, en fait, on coche tout simplement. Il y a des campagnes tous les ans. On coche sur ce qu'on aimerait faire, et puis si on a l'ancienneté moyennant la réussite de la formation, on fait ce changement, cette évolution de carrière. Voilà. D'accord. Ok, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, d'arriver à ça l'année prochaine. Exactement. 2024, belle année. Alors il y a une question qui vient d'arriver dans le chat de CSLAC. Je ne sais pas si ça a été dit, mais y a-t-il une évolution prévue pour le site, hein, pour Vocation Pilote? Est-ce que tu prévois, justement, une très bonne question, de le renouveler, de rajouter des choses dedans
Alors, alors, il y a une évolution qui n'en est pas vraiment une, c'est la mise à jour du document. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'infos, notamment pour différents recrutements. Je pense à l'ENAC, au cadet, à certaines heures de vol, à certains prérequis. Donc ça, on le surveille et on va le mettre à jour régulièrement, puisque les infos d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Donc on essaye de mettre ça à jour. Voilà. Donc ça, je pense que je ne sais pas si on fera une V1, une V2, si on change la date, mais bon voilà, ça c'est la première mise à jour. Et puis après, j'avais été un peu sollicité sur les questions de sélection, savoir un petit peu plus comment s'organise une sélection, les différents types de sélection, pourquoi, comment, un peu qu'est-ce qu'on cherche, sachant que ce sera pas évidemment, il suffira pas de le lire pour réussir une sélection, c'est pas du tout le sujet, mais c'est plus sur comment on se pose des questions, comment on se prépare, qu'est-ce qu'on attend d'un pilote, d'un équipage. Donc voilà, il y a ce sujet qui, je pense, va finir par arriver. Et si c'est le cas, ce sera pareil. Ce sera disponible sur le site. Voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Ben voilà, c'est très clair. Et enfin, dernière petite question de Samui 200. Y a-t-il une formation supplémentaire pour passer sur long courrier, on en parlait juste avant, ou juste quelque part une formation sur le type d'avion? Alors, il y a toujours des formations dès qu'on change quelque chose en fait dans sa carrière. Alors déjà, effectivement, il y a le type avion. Donc ça, il faut faire une nouvelle qualification de type. Donc ça, c'est en grosso modo, c'est des cours au sol, des examens, de la préparation aux procédures et des simulateurs. Et ensuite, une partie en vol qu'on appelle une adaptation en ligne avec un contrôle en général au bout qui permet d'arriver à ce qu'on appelle un lâcher en ligne, c'est-à-dire qu'on devient pilote opérationnel à 100% sur son nouveau secteur et sa nouvelle activité. Donc ça, c'est la base. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de formations complémentaires. Voilà, sur le long courrier, par exemple, on va parler des traversées océaniques, on va parler de détops, on va parler des vols polaires, on va parler de choses qu'on ne fait pas forcément en courrier, moyen courrier. Alors, en moyen courrier, par exemple, QT et AEL, ça représente combien de temps à peu près? Alors, encore une fois, c'est variable, ça dépend à quel point les moyens de formation de la compagnie ou les moyens extérieurs sont bouchés, s'il y a du monde, etc. Mais grosso modo, une qualif, ça peut faire jusqu'à AEL comprise, ça va durer entre 2 et 4 mois normalement. Ouais. Ouais, donc ça va quand même assez vite. Ça peut durer 6 mois s'il n'y a pas la disponibilité instructeur ou simu ou machine, mais voilà, normalement on est entre 2 et 4 mois, c'est déjà une très bonne fourchette. Oui, voilà, ça vous donne un ordre d'idée, oui, c'est plutôt rapide, exact. Voilà. À côté de ça, il y a tout un tas de formations évidemment obligatoires comme la sûreté, les marchandises dangereuses, les facteurs humains, le CRM, etc. Ouais, d'accord, ok. Ça marche. Bah écoutez, je pense qu'on a fait une bonne partie du tour du sujet. Je vous rappelle que on était avec Olivier, qui est avec nous, fondateur du site Vocation Pilote, sur lequel vous trouverez tout un tas de renseignements. Si vous désirez devenir pilote, il y a des meilleurs conseils qui sont regroupés. Le lien a été épinglé dans le chat par Jordan, vous l'avez dans le haut. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce site. Et puis si vous avez des questions aussi à poser à Olivier en dehors, il y a une question qui vous revient là cette nuit pendant que vous êtes en train de dormir, venez nous la poser également sur le Discord de l'émission, ce qui nous permettra de relayer. Et puis Olivier, s'il nous rejoint, il pourra aussi répondre lui-même directement aux questions. Hop, je mets le lien. Voilà, normalement ça doit être celui-ci, à vérifier s'il fonctionne. Si le lien ne fonctionne pas du Discord, vous allez sur lazoneaero.fr, vous avez le lien qui est fonctionnel dans le bas de la première page. Voilà. J'ai mon heure de classe demain matin, je penserai à vous, nous dit c'est Slack. Et bon courage. Bon courage à toi. Alors justement, s'il y a d'autres questions, vous pouvez écrire il y a une adresse de contact sur le site et puis il y a la messagerie, Instagram là pour ceux qui sont sur Insta où il y a quelques photos sur Vocation Pilote. Donc vous pouvez écrire par ce billet, je les reçois et j'y répondrai dès que j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous avez les deux vecteurs, donc vous avez tout normalement ce qu'il vous faut. Voilà. Écoute Olivier, on va te saluer, je pense que le chat te salue également. On te remercie d'avoir participé à l'émission. Dans un instant, on va reparler vite fait du programme. Mais voilà, si tu veux, on te libère, comme ça au moins t'es tranquille. Il n'y a pas de souci. Merci pour tout en tout cas. Merci bien Olivier, et puis à très bientôt dans la zone aéro. Bientôt, bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, on termine justement cette émission. Hop, on va revenir
sur les slides pour parler justement du programme à venir dans la zone aéro, puisque on entame la dernière ligne droite avant les fêtes. Merci Olivier, bonne soirée Olivier, tout le chat. Merci à vous le chat d'avoir été aussi ici, présent, et de poser aussi vos questions. C'est vous qui animez aussi les émissions avec nous, au même titre. Donc c'est super d'avoir des questions. Et je pense que les invités sont aussi ravis de pouvoir les partager avec vous. Donc la semaine prochaine, notez bien cette date, le 20 décembre à 20h30. On aura la chance d'avoir des pilotes d'essai avec nous, puisque nous serons en direct, si j'ose dire, de l'EPNER avec le lieutenant-colonel Dimitri, qui n'est autre que le directeur de l'EPNER. Donc l'EPNER, c'est l'école du personnel navigant d'essai et de réception. Donc ce sont les pilotes d'essai, typiquement, qui passent par cette école. Et on va voir quels sont les parcours, quels sont les profils, comment est-ce qu'on devient pilote d'essai sur des avions qui sont quand même assez prestigieux, assez emblématiques. Et Dimitri sera avec nous pour en discuter pour cette dernière émission de l'année. Donc c'est un joli cadeau parce que je vous garantis que c'est pas forcément évident d'avoir des pilotes d'essai. Voilà, donc il faudra être au rendez-vous, c'est la semaine prochaine à 20h30. Donc notez bien cet horaire dans vos agendas. Voilà. Sachez également qu'en fin d'émission, la semaine prochaine, on vous a prévu une petite surprise pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. Et puis, sachez également que à l'instant où je vous parle, le programme du mois de janvier est bouclé pour la zone aéro. Le programme du mois de février est bouclé pour la zone aéro. Le programme du mois de mars est bouclé pour la zone aéro. Et on est en train d'attaquer le mois d'avril. Donc, on a beaucoup d'invités et je vous le dis en douce, il y a du très lourd. Il y a du très très lourd qui arrive dans la zone aéro. Vous n'êtes pas prêts, mais vous allez pouvoir vous préparer. Vous allez voir. Vous allez voir. On a fait le tour du programme. Donc, voilà, hâte de voir ça. Nous aussi, on a hâte de vous le présenter. Soyez bien rendez-vous la semaine prochaine pour l'EPNER. Et en fin d'émission, on a un petit cadeau pour vous. Dernière petite chose, si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël que vous hésitez, regardez ici, là. Hop, c'est où? C'est là. Vous avez les petits gobelets de la zone aéro qui sont disponibles. Vous allez sur la boutique, vous allez sur lazoneaéro.fr. Vous avez vu, ils sont chouettes. Ils sont costauds. Comment on arrive à suivre tout ça? C'est-à-dire, comment on arrive à suivre tout ça? Mais quoi donc? Les émissions, sur Twitch, évidemment, sur Twitch, ou alors sur le podcast. Le podcast sur toutes les bonnes plateformes. Au bout de 15 jours ou 16 jours, il y a Julot qui reposte toutes les émissions en podcast. Vous pouvez écouter ça dans vos voitures. Et puis, évidemment, sur la chaîne YouTube de la Zone Aéro, il y a les replays. Le programme est trop chargé. Oui, mais on fait ce qu'il faut pour que ce soit bien. Voilà, donc YouTube, merci Jordan pour le lien. Vous cliquez sur les liens des podcasts ou sur YouTube et vous vous abonnez. Cliquez, aidez-nous aussi sur YouTube à visionner justement les vidéos. On scène le podcast ici, ouais, voilà. Discord pour connaître le programme du mois, évidemment, puisque le programme est reposté sur Discord et également sur le site de PocScience, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sachez que l'émission, il y a 15 jours, avec le capitaine Cyril, qui était en tenue de vol et qui faisait la police du ciel en rafale, il est en ligne sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre travail toutes les semaines, c'est super d'avoir ça pour la commune de l'aéro. Tout le plaisir est pour nous et c'est l'objectif. C'est aussi de le partager avec vous et que vous partagiez notre programme et que tout soit cool. Le Discord, oui, on en a parlé. Et puis dans quelques instants, on va aller faire un petit raid. Chez qui, je ne sais pas encore. On va regarder qui est en ligne. Il y a Samuel Etienne qui est en ligne. Il y a Capitaine Haddock, il y a Cabri, il y a Nala. Il y a pas mal de monde. Alors, est-ce que vous voulez voir du fun ou est-ce que vous voulez aller voir de la musique? Tiens, est-ce que vous voulez avoir du fun ou de la musique? Vous me dites. Ah oui, il y avait une petite coupure publicitaire. Elzeda Presta, ouais voilà, c'est ça. Jordan. Alors Jordan, oui, les gobelets. Justement, j'en parlais. Alors les gobelets, c'est 10 € je crois les deux. Donc si vous voulez des cadeaux, des petits cadeaux de Noël, on en a un certain nombre de lots. Donc n'hésitez pas à les commander sur la boutique. Et en plus, voilà, c'est direct. Voilà.
et on vous les envoie. Voilà. Ah oui, dimanche Push to Talk, exact. Merci, merci Freeflight. Heureusement que la modération est là. Dimanche soir, 19h, la première de Push to Talk avec nos chroniqueurs. Donc retenez la date aussi. Donc ça sera la grande première pour nos chroniqueurs, dimanche 19h, avec Julot, si tout va bien, à la réalisation. Donc, ça devrait être cool. Il est là, Julot. Donc, première de Push to Talk, dimanche 17 à 19h. Retenez cette date et après, ce sera tous les 15 jours à partir du mois, enfin le premier et le troisième dimanche du mois, à partir du mois de janvier, avec pas moins d'une dizaine de chroniqueurs qui seront avec nous et pour parler plein de sujets et vous donner la parole si vous êtes pilote ou pas pilote et que vous voulez intervenir, donnez votre point de vue, discutez, première pour les modérateurs aussi exactement. N'hésitez pas, venez nous rejoindre dans Push to Talk. On vous donnera la parole, on échangera, on discutera. Ça sera bon enfant, ça va être super top. Voilà. Maintenant que la pub est finie, vous me dites, est-ce que vous voulez aller voir du fun ou est-ce que vous voulez aller voir de la musique? Je vous envoie chez l'un ou chez l'autre. On fait un petit sondage très rapide. On lance pas de sondage, mais dites-moi, musique ou fun? Dites-le moi. Très rapidement, on va prendre voilà, les premières réponses et on bascule. Fun, allez, sans opinion, musique pour Freeflight. Donc là, pour l'instant, on est, on a les 3 réponses. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Fun ou musique? Dites-nous dans le chat. Allez, musique, pourquoi pas? Ok, allez, musique, pourquoi pas? Alors, je vous propose, Julot, je te propose de préparer le raid chez Nala, NA2LA _ MP3, Nala MP3, qui est une super chanteuse et qui fait beaucoup de live. Et je pense que ça va lui faire plaisir. Envoyez-lui des petits avions. Quand on arrive dans le chat, ça devrait être cool. Et vous ne serez pas déçus parce que c'est une super chanteuse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Julot, tu peux lancer le raid, on lance le générique de fin, restez avec nous le temps du raid et le temps de basculer chez Nala, après vous faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée, rendez-vous pour la dernière de 2024, la semaine prochaine, avec, je l'espère, Nico qui sera sur pied et qui sera peut-être là. Non, c'est Nala. Alors attendez, hop, je le tape, Nala _ MP3. Voilà, c'est ça je crois. Voilà, Nala MP3. Me semble-t-il. Donc n'hésitez pas, restez avec nous donc le temps du générique, puis le raid chez Nala, vous lui envoyez des petits émotes et puis après vous faites ce que vous voulez, mais je pense que vous pouvez rester un petit moment chez elle, vous allez voir, c'est assez sympa, enfin vous allez écouter plutôt. Nous c'est la semaine prochaine, 20h30 du côté de Lepner avec le lieutenant-colonel Dimitri, puis une surprise en fin d'émission. Nico sera en forme, on l'espère, et en tout cas on espère être là pour la dernière, enfin on espère être tous les deux, pour la dernière du programme de la zone aéro avec Dimitri pour bien clôturer l'émission. Et pourquoi pas, la semaine prochaine, vous annoncez aussi le programme du mois de janvier. Vous allez voir, ça commence fort en janvier. Donc soyez bien là la semaine prochaine, Lepner, le programme et en plus la petite surprise en fin d'émission. Allez, trêve de baratin, passez toutes et tous une bonne fin de semaine. Rendez-vous sur YouTube pour les émissions, pour les replays. Et rendez-vous la semaine prochaine. Fly safe pour ceux qui volent. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.